Donc, on est toujours dans notre projet avec Django. C'est-à-dire que dans les épisodes précédents, on a affiché un template, c'est grâce à une vue. La vue étant un des fichiers de notre application Inventory qu'on a créé avec la commande python manage.py startup et on l'a appelé Inventory. On aurait pu l'appeler d'une autre façon. Donc on a réussi à afficher des informations à l'écran grâce à un import Django.http et on a importé on va dire la classe HTTP response. Grâce à ça, on insère effectivement dans la signature de la fonction welcome, on insère donc request qui est effectivement de type HTTP request et on retourne effectivement une HTTP response. Et là c'est welcome friends en l'occurrence, et si on met, donc ça veut dire qu'une vue est liée à une URL et l'URL se trouve dans notre tour de contrôle, watchtower on va dire, url.py ici. Donc on peut en mettre autant qu'on veut, hein. C'est vraiment pas gênant, il suffit juste de penser à importer quand même notre application, enfin les vues de notre application. Et dans les vues de notre application, donc effectivement on trouve justement les vues qui nous permettent d'afficher justement cet HTML sur cette page là sur ce chemin d'URL ci. Donc voilà, c'était juste la première chose qu'on allait faire. Donc le premier paramètre de la fonction est une variable donc contenant effectivement une HTTP request. Par convention, on la nomme toujours request, hein, c'est pour ça que vous ne voyez pas HTTP request. Et cet objet contient certains attributs utiles liés à la demande et on les verra plus tard. Effectivement, ces attributs, plus tard, ça peut être dans une prochaine vidéo d'ailleurs, enfin tout de suite même. Et la valeur de retour de la fonction est toujours un objet HTTP response, ce qu'il contient dépend en réalité du type d'application. Donc dans notre application, on va placer du HTML dans nos réponses. Donc vraiment, c'était assez simple à comprendre. Nous, on va un peu avancer, on va essayer de faire des choses un peu plus intéressantes quand même. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc normalement, vous avez compris, hein. Donc, je fais encore un petit exemple pour vraiment que ça rentre. Welcome, on va dire une fonction by pour au revoir, toujours une HTTP request. Donc voilà, et qui va retourner return une HTTP response app h1. En l'occurrence c'est des h1 que j'utilise, mais c'est obligatoire évidemment. Bye. Alors hop, ça fait un peu de bruit quand même, c'est un peu fatigant. Donc évidemment là il y a un petit souci, c'est-à-dire que si on va, déjà il n'y a pas encore de connexion avec un chemin particulier, donc on n'oublie pas la virgule, on fait un petit paf, un petit chemin, on oublie tout slash de tête, hein. C'est à la fin qu'on met le slash et on va mettre by, hop, et on le lie à une vue, views.by. Hop, et là, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que si on va là, hop, et qu'on met bye, c'est bye bye. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc ce qu'on va faire, on va un peu sauvegarder des données dans une base de données avec un modèle et une migration. Donc on va s'intéresser à nouveau à... Alors on va sortir de ça, on va sortir de ça, on va sortir de ça. Et on va aller effectivement dans les migrations. Donc ce qui se passe, c'est quel que soit le but d'une application web, il faut se dire ça, c'est qu'il est très probable qu'elle, à un moment donné, qu'elle soit dans l'obligation, on va dire, de stocker des données. Donc les programmeurs commencent généralement par identifier plusieurs entités au sujet desquelles on va devoir stocker des données. Donc dans notre application,
on va suivre différents groupes et on va dire des produits à vendre. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire, c'est pour ça que je l'ai appelé market. Donc il y a deux entités, on va suivre effectivement des groupes et des annonces, on va dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu appelé ça marketplace et inventory. Donc pour chaque entité, donc là on a donc deux entités, il faut se souvenir de ça, les groupes et les produits à vendre. En tout cas les annonces de produits à vendre. Et pour chaque entité, on va stocker des données, donc on va créer un modèle pour représenter cette unité. Et on va d'abord commencer avec le modèle groupe. Donc voilà, donc un modèle définit les caractéristiques que nous voulons stocker à propos d'une entité particulière. Donc notre modèle de groupe pourrait avoir comme caractéristique par exemple en l'occurrence un titre, un genre et l'année où le groupe est devenu actif par exemple. Et ces caractéristiques sont également connues sous le nom de champ. Donc quand on parle de base de données, c'est surtout des champs. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un peu ces choses-là. Donc on pourrait utiliser le modèle pour créer des objets individuels ou des instances de ce modèle qui ont chacun leurs propres caractéristiques uniques, ce qui vraiment fait penser effectivement à la programmation orientée objet et donc aux classes et aux instantiations de la classe. Donc on pourrait on va créer en réalité un modèle Django en définissant une classe Python. Bon, il faut peut-être s'intéresser aussi à ce qu'est la différence entre une classe ordinaire et un modèle. Donc en général, dans les frameworks MVC et MVT, donc modèle view controller, vous pouvez voir mes précédentes vidéos sur l'architecture MVC en PHP. Mais ici, là, c'est modèle view template. Un modèle également capable de stocker ou de persister, c'est le terme qu'on utilise, ces données dans une base de données pour une utilisation ultérieure. Donc, j'ai fait des vidéos dernièrement en JavaScript où justement je parlais de la persistance des données et j'utilisais un serveur JSON extérieur et pas un serveur local pour récupérer des informations dans un fichier, par contre, de JSON qui était clairement dans mon ensemble de dossiers concernant mon projet. Donc vous pouvez aussi voir ces vidéos, là j'en ai fait 13 pour l'instant je pense sur le sujet, avec l'utilisation d'un fichier de JSON et il y a une évocation de la persistance des données. Donc pour revenir ici, cela contraste donc avec les classes et les objets ordinaires dont les données existent généralement de manière temporaire, par exemple durant l'exécution d'une application. Donc de même, donc, les caractéristiques des classes Python sont appelées donc, des attributs, mais lorsqu'un modèle enregistre un attribut dans la base de données, il s'agit donc d'un champ. Donc il va falloir faire attention à différentes dénominations, mais je pense que je vais en reparler. Donc pour créer un modèle, ça va être plutôt intéressant parce que l'un des avantages de l'utilisation d'un framework comme Django, c'est que toutes les fonctionnalités de persistance des données dans une base de données ont en réalité déjà été écrites pour nous. Donc tout ce qu'on a à faire en réalité, c'est que notre modèle hérite d'une classe, models.model de Django. Donc c'est plutôt simple, donc notre modèle hérite ensuite de toutes les méthodes, donc on va dire de tous les comportements nécessaires pour effectuer des opérations telles que la sélection et l'insertion de données dans une base de données. C'est super, donc en gros notre modèle lui va hériter de la classe models.model de Django, donc on n'aura vraiment rien à faire quasiment. Donc on n'a donc pas à écrire de code qui interagit avec une base de données. Mais on doit par contre apprendre à interagir avec les modèles de Django pour faire la même chose. Donc ça va être intéressant quand même. Donc on va créer notre premier modèle. On va faire simple évidemment. Ce modèle va représenter donc un groupe. Mais on va aussi définir une caractéristique pour le moment, le nom du groupe. Enfin, on va définir uniquement une caractéristique. Donc on va ajouter un modèle à models.py. Donc ce qui se passe, c'est que je vais créer il est là, donc c'est bien. Donc on va il est déjà tout prêt, donc on ajoute ça. Donc
encore une fois, comme vous pouvez le voir, Django donc, a laissé un commentaire, un endroit où on crée nos modèles, c'est cool. On va remplacer ce commentaire par une classe. Moi, je vais l'appeler group. Et je vais lui faire hériter. Donc héritage, il faut regarder aussi mes vidéos sur la programmation orientée objet. Oh, pardon. Hop. Donc il hérite effectivement de cette classe. Et alors on met un name et models fields. Et je vais mettre char field et je vais mettre max length. Hop, c'est pas celui-ci. Et je vais mettre 100. Allez. Donc, c'est fait. Donc, on a défini une classe, on l'a appelée groupe, comme vous pouvez le voir. On l'a fait hériter donc de models.model, qui est la classe de base du modèle Django. Donc, c'est simple. Ensuite, on a ajouté un attribut de classe à notre classe, donc on l'a appelé name. Pour moi, j'appelle ça aussi des propriétés, la propriété name. Et voir un attribut de classe, c'est peut-être mieux quand même. Oui, c'est d'ailleurs mieux, parce que là, on n'est pas dans le cadre d'un constructeur pour l'instant. Donc voilà, on a appelé name. On aurait pu le mettre dans un constructeur, mais je pense qu'on veut que tous les groupes aient cette même attribut de classe, donc par défaut. Donc voilà. Ce qu'on a fait, donc cet attribut, à cet attribut, on attribue un char field, qui est l'abréviation de character field. Donc il s'agira d'un champ qui stocke des données de type caractère, texte et chaîne, ce qui est le type de données approprié donc pour un nom. Donc ça correspond parfaitement. Et on va également fixer fixer une longueur maximale du nom du groupe, à savoir 100 caractères. Mais bon. Donc ça c'est notre premier modèle. Donc franchement je vais même mettre un truc dessus. First model. Notre premier modèle. Donc vraiment très très simple. Donc comme pour les classes Python, on a utilisé les modèles Django pour créer des instances de ces classes. En tout cas, on peut le faire, donc on va le faire. On va appeler group. Je vais faire une instance. Instance. Et je vais l'appeler groupe égale groupe. Et là, il suffit plus. Ensuite, je vais lui préciser les choses. Donc ensuite, on peut pas encore commencer à créer des objets de groupe maintenant. Donc voilà. Donc une des caractéristiques d'ailleurs d'un modèle est qu'il est capable donc de stocker ses données dans une base de données. Donc ça c'est cool. On va créer notre base de données dans le... On a créé notre base de données quand on a vu tout ce qui concernait la configuration. Hein. Donc en fait elle était déjà créée mais elle était vide. Donc on a dû faire une migration avec Python manage the py migrate. Donc ensuite c'était fait. Le compte était bon. Mais donc voilà. Donc ce qu'on doit faire maintenant c'est qu'on veut stocker les groupes dans notre base de données. Donc on va avoir besoin d'une nouvelle table, donc contenant une colonne pour chaque champ que nous avons ajouté à notre modèle de groupe, ainsi qu'une colonne ID pour servir de clé primaire. Et ça va être vraiment intéressant. C'est un peu comme en SQL. Enfin, en tout cas, lorsqu'on utilise le PHP admin, lorsqu'on code avec PHP et qu'on a besoin effectivement d'avoir une base de données. Et là, généralement, on utilise MariaDB. Et donc, le truc, c'est que on a aussi cette idée que c'est une base de données relationnelle. Et donc là, ici, il y a une clé primaire, donc un identifiant unique pour chaque ligne de la table. Donc, ça correspond chaque ligne d'une certaine manière à chaque groupe. Donc la structure d'une base de données en termes de table et de colonne est appelée schéma.
Donc voilà, donc on va... donc si par exemple on construisait un schéma de données manuellement, on pourrait écrire une requête SQL ou utiliser une interface graphique de gestion de base de données pour créer notre première table. Mais dans Django, nous faisons les choses d'une autre façon. Donc on utilise une sous-commande de l'utilitaire de la ligne de commande qui va donc générer des instructions pour construire la table. Et ensuite, on utilise une autre sous-commande pour exécuter ces instructions, et ces instructions sont appelées une migration. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, une migration, en réalité, au départ, on avait dit que c'est tout ce qui permettait à une base de données de fonctionner correctement dans des vidéos précédentes. Mais en réalité, c'est un ensemble d'instructions qui vont permettre de passer le schéma. Donc, on rappelle que c'est... cette façon de structurer la base de données en termes de tables et de commandes et de colonnes, pardon. Donc la migration est un ensemble d'instructions qui va permettre de passer le schéma de notre base de données d'un état à un autre état. Donc il est important de noter que ces instructions peuvent être exécutées automatiquement comme un code. Donc ensuite on peut se demander mais pourquoi ne pas simplement effectivement créer une table manuellement. Donc, en réalité, en programmation, on parle souvent de configuration par le code. Donc, il s'agit d'une philosophie qui stipule que toutes les étapes nécessaires à la construction de notre application ne doivent pas être effectuées à la main, mais plutôt inscrites dans le code. Donc, configuration par le code. Essayez de retenir un peu cette idée-là. Et pour, en réalité, plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que les étapes manuelles peuvent facilement être oubliées, mais les étapes écrites sous forme de code peuvent être stockées dans un répertoire, dans un repository, pour qu'elles soient aussi d'une certaine manière gravées dans le marbre. C'est-à-dire que pour qu'on puisse exactement savoir de quoi il a été question et qu'est-ce qui a été fait. Donc ça c'est super pour qu'on puisse s'en souvenir parfaitement. On n'aura même pas besoin de s'en souvenir puisqu'elles seront effectivement sous forme de code. Donc deuxième raison, c'est que lorsque les étapes sont conservées dans un répertoire, donc dans un repo, elles peuvent être facilement partagées avec les autres membres de l'équipe si jamais on travaille effectivement à plusieurs sur un projet. Donc ça peut être cool aussi. Et les étapes écrites, enfin, sous forme de code, peuvent être exécutées automatiquement par notre ordinateur et c'est une méthode rapide et fiable, surtout lorsqu'on est dans des processus comme ceux-là, justement, où il y a vraiment pas mal d'étapes. Donc, on va créer une migration pour ce modèle, notre modèle. Donc on regarde vraiment, donc ça c'était là dès le départ, il y avait déjà un fichier .models.py dans notre application. Il y a eu un import Django.db, donc ok, le type de base de données Django, ok. Et on a importé models, et ensuite effectivement on utilise models.model en majuscule. Donc une classe model de l'objet models, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on a donné un attribut au groupe, un attribut classe, models.fields.childfield et max length de 100 caractères au maximum pour un type texte et ce qui correspond au name. Et enfin, on a créé une instance, groupe égale groupe majuscule, donc une instance, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Bref, en tout cas, c'est un groupe. Donc maintenant, on va faire une petite migration. Donc c'est des instructions qui permettent de passer le schéma dans notre base de données d'un état à un autre. Donc comment on va faire? C'est qu'on va utiliser effectivement le terminal. Hop. On se met au bon endroit, c'est-à-dire que là il y a déjà un terminal ouvert. Ouais, mais il y a des actions qui ont lieu, donc hop. On rentre dans notre application, on peut continuer. Ensuite, on entre dans Market. Et là, une fois qu'on est dans Market, on va taper la commande python manage.py, toujours.
Alors, 2 secondes. Oui, c'est bon. Alors, on va faire Python manage.py et make migrations. Hop, donc c'est parti. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que mon environnement de développement est actif? Alors, donc j'ai un petit souci, je pense qu'il n'est pas actif. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais couper ça. Hop. Mon environnement, je veux dire virtuel. Donc, ok. Enfin non. Alors, ça, historique, hop, on va enlever tout ça. Hop. Ok, bon, n'importe quoi, c'est pas grave, on va mettre ça à la poubelle. On va relancer. Donc, comme ça, ça va nous permettre de revoir. Donc, web app. Ensuite, là, on est dedans. Donc, on va mettre en mouvement notre environnement. Ça veut dire source. env/script au pluriel /activate. Il est activé, très bien. Maintenant on continue vers market et là on va taper python manage.py et make migrations et normalement ça devrait fonctionner. No change detected. Ok. C'est un peu gênant puisque effectivement j'ai créé un modèle. Donc no change detected. Ah, c'est parce que je n'ai pas sauvegardé. Alors, il faut peut-être que je le refasse. Voilà. Donc voilà, j'ai créé un modèle groupe et donc il est clairement reconnu comme étant un modèle, c'est super. Donc le résultat de la CLI donc, nous indique qu'une nouvelle migration a été enregistrée dans effectivement inventory migration anti/0001 underscore initial.py donc et que son objectif donc est de créer le modèle groupe. Donc ça c'est super bien. Donc ce qui signifie en fait que cette migration va créer une table dans la base de données pour notre modèle de groupe. Donc ça c'est super, évidemment je ne peux pas encore voir ma base de données clairement. C'est un peu gênant, je pense que je vais devoir prendre une extension. C'est pas grave, on verra ça après. Donc maintenant que nous avons notre migration, donc nos instructions, pour faire passer effectivement notre base de données, de notre base de données d'un état à un autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ces instructions sur la base de données. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors trop d'informations. Donc on va encore taper des commandes. Donc on est toujours dans pwd. Oui, on est exactement au bon endroit. Donc maintenant on va faire un Python migrate. Donc Python, en gros ça, mais sauf que c'est plus de make migration, c'est migrate carrément. Et voilà, ça a été fait. Donc
en fait, Django a recherché dans chacune de ses applications installées de nouvelles migrations à exécuter, donc avec la commande que je viens d'appliquer. Donc il a trouvé une nouvelle migration et l'a appliquée, donc il a exécuté ses instructions sur la base de données. Donc maintenant seulement, on peut utiliser notre modèle pour créer des objets de groupe. Donc on peut enregistrer en réalité des objets dans la base de données directement avec le shell de Django. Donc c'est super, c'est vraiment super cool. On va pouvoir faire ça très tranquillement. Donc ici on va écrire un shell dans le shell de Django. Donc le shell de Django est simplement un shell Python ordinaire qui exécute notre application Django. Donc on peut le considérer comme un endroit où on va pouvoir essayer du code en temps réel. Donc chaque fois qu'on va appuyer sur entrée, la ligne de code qu'on vient taper va être exécutée. Donc ainsi, lorsque le code qu'on tape dans un module ou un fichier Python peut être exécuté de nombreuses fois, le code qu'on va taper dans le shell Django n'est exécuté qu'une seule fois puis oublié. Donc c'est assez intéressant. Donc on va utiliser le shell pour créer quelques objets de groupe, puis on va les enregistrer dans la base de données. Donc voilà. Donc on peut ouvrir ce shell de la façon suivante. Donc je vais vous montrer Python manage.py, toujours ce fichier de configuration, manage.py et shell. C'est parti. Donc voilà, là on est en mode shell. Donc on a l'invite du shell avec moi j'appelle ça des chevrons, mais on peut voir ça comme des flèches. Donc on peut taper effectivement le code pour importer donc notre modèle de groupe. Donc from effectivement inventory .models, on importe, on l'a appelé group. Hop, c'est fait. Donc là on vient d'importer le groupe, on a exécuté cette ligne et maintenant on va créer une nouvelle instance du modèle groupe. Donc on va faire group égale group hop et c'est fait, donc l'instruction est bonne. Et enfin on va lui donner un nom, group name égale, et là je vais l'appeler je vais l'appeler un groupe qui va vendre des choses sur le marché. Je vais les appeler les bouchers. Non. Les cuisiniers. Cooks. Ok. Donc voilà, j'ai appelé le groupe Cooks. Donc ça c'est fait. Et maintenant, on va un peu jeter un coup d'œil sur l'état actuel de l'objet en tapant le nom de l'objet. Donc, hop. Et là, on va groupe et groupe objet none. Donc, en réalité, le shell nous dit qu'on a un objet groupe, mais que l'ID est none. Donc, il n'a pas encore d'ID. Donc, on va sauvegarder cet objet donc, dans la base de données. Donc, il suffit de faire groupe save. Ce qui me rappelle un peu Node.js quand on sauvegarde dans une base de données, par exemple MongoDB, on utilise cette méthode save de Mongoose. Donc c'est plutôt facile de retenir de cette façon quand on a déjà un peu manipulé Node.js et Mongoose ensemble. Donc je tape sur entrée et maintenant je vais regarder le nouvel état. Donc groupe, et maintenant ça nous affiche qu'il y a un seul objet avec l'ID 1. Donc ça c'est plutôt cool.
Maintenant, on a un à dire. Donc, chaque fois qu'on insère un objet dans la base de données, un identifiant est ajouté automatiquement pour nous. Donc, ça, c'est cool. Moi, ce que j'aurais aimé quand même, c'est pouvoir voir la base de données. Mais là, il y a un petit souci. Je pense qu'il faut que je mette une extension pour pouvoir avoir à l'intérieur. J'étais en train de me demander laquelle j'allais mettre. SQLite. SQLite. Alors, SQLite Viewer. Il n'y a pas beaucoup de SQLite. Viewer, franchement, m'intéresserait bien. Non mais, je pense que Viewer, ça me paraît plus convenable. Ouais, je pense que c'est celui-ci que j'ai installé. Donc voilà. On va voir maintenant si je peux voir les choses correctement. Ah, ben, c'est déjà mieux. On sort de là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a clairement installé actuellement? Alors, hop, inventory. Donc, ok, on a vu effectivement ça. Mais, inventory group, cook. Parfait. Ah, bah c'est là, c'est nickel. Donc, comme vous pouvez le voir, on a effectivement un groupe cooks avec l'ID 1. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on souhaitait. Donc, c'est super. Donc, on peut effectivement retenter l'expérience en créant notre groupe. Ce qu'on va faire, c'est que donc je vais encore utiliser la même variable groupe, mais cette fois-ci j'en crée un autre. Donc les cooks, là ça va être les qu'est-ce que je peux dire, mis à part des cuisiniers, bakers. Voilà, je vais mettre boulanger par exemple, groupe. Alors groupe, ok, cool. Ensuite, group name égale bakers. Hop, et évidemment group save. Hop, c'est fait. Et maintenant groupe. Hop, donc ça c'est pas actualisé. Mais maintenant